Ce soir, la grande interview reçoit un habitué de la maison. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon. La grande interview, c'est maintenant. Docteur Blanc Constant Ibrapéa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lassine, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Bonsoir chez vous, fidèles spectateurs, et bienvenue à vous aussi. N'oubliez pas de partager ce contenu, likez, et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Docteur, après 4 jours, les accords signés à New York, aux États-Unis, entre Kagame et Tshisekedi en présence de Donald Trump, la 3e ville, pas les moindres, la ville stratégique, Uvira, tombe entre les mains des rebelles, AFC et les M23. Docteur, qu'est-ce qu'aujourd'hui justifie les avancées de ces troupes des rebelles? Bien, mais écoutez, je suis particulièrement avec intérêt ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en RDC. Non pas parce que je suis spécialiste des questions politiques, mais aussi la proximité qui nous lie avec ce pays frère. Alors, dès l'entame de ces accords, je disais que ces accords étaient programmés pour échouer. Si vous regardez l'évolution de ce conflit qui a ressurgi depuis une année. Et les observateurs les plus avertis savaient que cet accord accouchera d'une souris. Lorsque vous vous souvenez de la dernière sortie médiatique de Paul Kagame, quelques jours avant la signature de ces accords à Washington, où il disait clairement que tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, ce qu'on lui doit, il ne quittera pas Goma. Et cette déclaration qu'il a eu à faire à quelques jours de la signature des accords n'était pas anodin. En quelque sorte, il mettait la pression et ça présageait déjà le non-respect de ces accords par la partie, disons, la partie rwandaise qui jusqu'ici, voilà, paradoxalement, qui nie avoir été, d'avoir des troupes sur le terrain, c'est une affaire congolo-congolaise, mais il déclare publiquement que tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, ce qu'on lui doit, il ne quittera pas le sol congolais. Et puis, quand vous regardez avec l'œil de l'observateur, la cérémonie ou bien ce qu'on nous a présenté lors de la signature des accords devant les médias, tout de suite vous comprenez que rien ne marchera parce que pas de sourire, pas de poignée de main entre les deux protagonistes. Alors, ça laissait présager que ces accords auraient du mal à être respectés. Et ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le reflet de cette hypocrisie, de ces deux acteurs qui ne croyaient pas en réalité. Personne ne croit, encore moins Kagame ne croit pas à ces accords. Mais le plus grand gagnant reste le maître de la Maison Blanche. Docteur, les deux pays concernés s'accusent mutuellement. Ils se lancent des piques. Tshisekedi accuse le Rwanda d'avoir violé les accords. Et Kagame accuse la RDC, c'est-à-dire Tshisekedi, de n'avoir pas encore désarmé les rebelles. Docteur, que dites-vous de l'attitude de ces deux pays? Bien, tout à l'heure, vous savez, nous sommes en politique internationale. Et dans ce monde qui est la politique, on accuse les autres de tout ou s'innocente soi-même. Donc, c'est pas surprenant, ça c'est le langage diplomatique, chacun s'innocente. Mais on peut quand même s'interroger, pourquoi à la suite de la signature des accords, déjà, je vous ai parlé du volet sémiotique de ce qu'on nous a présenté à Washington. Vous avez vu l'attitude de ces deux acteurs. C'est le président de bon. Et tout de suite après la signature des accords, les rebelles ont attaqué, enfin, le FC, les rebelles d'ailleurs, oui, ont attaqué une nouvelle ville. D'ailleurs, quand vous citez les protagonistes, vous ne citez que la RDC et le Rwanda. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'Ouganda qui est là. Bien. Vous avez d'autres pays qui sont aussi là où chacun essaie un peu de sécuriser ses frontières. Mais aujourd'hui, je ne vois pas le président Kagame en position de négocier.
Mais, docteur, mais pourquoi aller jusqu'à signer ces accords si ils ne veulent pas les respecter? Mais écoutez, vous pensez que, non, sérieux, vous pensez que M. Kagame qui occupe l'espace qu'il a déjà occupé, s'il n'a pas gain de cause, il peut signer les accords, ça peut être sous pression internationale, ça peut être pour montrer un bon visage devant la communauté internationale, encore que la communauté internationale, on ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est aussi pour sa bonne foi, entre guillemets. Mais la politique internationale, c'est des rapports de force. Kagame est en position de force aujourd'hui. Il ne peut pas céder les avantages qu'il a. Donc, il continue à mettre la pression parce que c'est quoi la guerre? La guerre, c'est un conflit de grands intérêts qui se règle par le sang. Et elle consiste à contraindre l'adversaire à faire votre volonté. Si aujourd'hui, le président Kagame a l'avantage notable sur le terrain, on peut pas le lui contester. Il a des troupes sur le terrain et il avance. En ce moment-là, s'il regarde dans les accords signés sur lui, il n'a pas que le président va continuer à faire la pression. Maintenant, il revient à la RDC et ce qui me choque un peu, c'est un peu cette naïveté du gouvernement de la RDC. J'ai suivi le ministre de la Communication, M. Mouyaya, qui essaie un peu de croire ou bien de faire confiance à la communauté internationale. Il pense que Washington va mettre la pression par voie diplomatique, le Rwanda va se retirer. Je ne pense pas. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est en position de force. Il faut le reconnaître. Et le Rwanda doit chercher des subterfuges pour rester sur le terrain, pour rester sur le territoire et il en tire profit. Quand il dit la RDC n'a pas respecté les accords, n'a pas désarmé, bon, est-ce qu'il n'y avait que la RDC qui devait désarmer? Parce que là, on accuse le fait que vous avez, qu'il y a des rebelles rwandais qui sont sur le territoire de la RDC, qui menaceraient l'intégrité du territoire de pouvoir de Kagame. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent à Kagame d'y rester. Est-ce que il y a eu un véritable dialogue entre ces États pour régler du sort de ces rebelles, des anciens militaires rwandais qui sont sur le territoire de la RDC. Donc, il n'y a pas de volonté. D'ailleurs, les rapports de l'ONU sont clairs là-dessus. On parle de l'agression. Sinon, si Kagame se bat pour les militaires qui sont sur son territoire, enfin, les anciens rwandais qui sont sur le territoire de la RDC qui menaceraient son territoire. Que dit donc de Nanga? Qui, lui, il pense que lui n'est pas soutenu par Kagame, enfin, ce qu'il déclare, il n'est pas soutenu par Kagame, lui, il veut un dialogue. Est-ce que s'il y a un dialogue entre la RDC, enfin, inter-congolais, est-ce que Kagame partira à la suite d'un dialogue? Donc, je pense que ce qui est là, chacun conforte sa position, Kagame en position de force, il va forcer jusqu'à ce que Tshisekedi puisse céder et qu'il ait gain de cause par rapport à ce qu'il a dit il y a quelques jours. Et il revient donc à la RDC en tant qu'État de tenir compte des rapports de force. On ne peut pas compter sur l'ONU, on ne peut pas. D'ailleurs, l'ONU, il y a la mission des Nations Unies, on est ce qui est là qui date depuis 20 ans. On n'a pas vu une solution. Donc la RDC doit devoir compter sur elle-même. En parlant de dialogue, on constate en RDC et partout ailleurs plusieurs groupements politiques, la société civile et même l'Église catholique, l'Église évangélique aussi, appellent à un dialogue inclusif au niveau national. Mais on constate aussi jusqu'ici que le président Tshisekedi, lui, il privilégie les accords au niveau international. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il urgence pour organiser un dialogue? Bien. Le président de la RDC, M. Tshisekedi, qui privilégie les accords au niveau international, en réalité, il n'a pas de choix en ce moment. Il est conscient de la faiblesse de son armée. Il n'a pas une armée, lui. La preuve, c'est que à Uvira, l'armée a battu en retraite. Ceux qui sont revenus de Bujumbura aussi sont partis. Donc, à Goma, après Goma, il y a eu une autre ville, je ne sais plus trop, où les militaires ont libéré la ville sans se battre. Donc, il y a un problème militaire qui se pose. Il n'a pas une armée. Et il a passé 5 ans à la tête de l'État sans pourtant structurer, avoir une armée digne de ce nom.
Parfois, il s'appuie sur les Ouazalendo, parfois, il s'appuie sur les militaires venus de Bujumbura, de ceci. Et finalement, il s'appuie sur les mercenaires. On a vu comment ils avaient venu les mercenaires qui n'ont rien foutu du tout. Donc, en réalité, le véritable problème de Tshisekedi, c'est celui-là. Il n'a pas une armée et il est inconscient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Est-ce que il faut s'appuyer sur comment on appelle ça, les miliciens Ouazalendo et autres qui ne sont pas formés? Bon, comment faire de la chair à canon? Est-ce que il faut aller vers la communauté internationale? Encore une fois, je dis que la communauté internationale, c'est une fiction. Mais, ou soit, de bonne foi, quitte à sacrifier une partie des intérêts de son territoire, de son pays, pour acheter la paix en RDC. Maintenant, le dialogue. Le dialogue va servir à quoi en ce moment? Oui, à quoi il servira? Est-ce que si Nanga agit en tant que Congolais et non en tant que suppôt de Kagame, c'est-à-dire du Rwanda, Kagame a ses revendications. Si les acteurs impliqués dans la guerre, c'est-à-dire les acteurs internes, soit les Nanga, avec d'abord là, il y a chaque jour des défections, les gens qui rejoignent Nanga de l'autre côté là-bas, ça s'asseyent. Est-ce que ça va arrêter les ambitions rwandaises en ce qui concerne ce que Kagame a dit, ce qu'on lui doit? Donc, à partir de ce moment, peut-être que les accords, comment on appelle, le dialogue avec, j'ai ouï dire par rapport à problème de mes contacts de l'autre côté, disait que le président Tshisekedi a envoyé l'émissaire auprès de la Cinco pour regarder les modalités pratiques d'organiser ce dialogue. Bon, attendons voir. Mais en réalité, ça ne changera pas grand-chose du côté de Rwanda, puisque d'ailleurs, en partant au dialogue, vous avez Nanga qui aura des exigences, son chapelet d'exigences taillé à la taille du Rwanda, mesuré sur la taille du Rwanda, parce qu'en réalité, c'est un support du Rwanda. À partir du moment-là, ça sera difficile, mais qu'on aille discuter entre Congolais, peut-être que à l'issue de ce dialogue, il y aura le sursaut national. Il y aura le sursaut national, ça leur permettra de regarder dans la même direction. Mais je pense que le dialogue se servira peut-être à mettre sur pied une transition, partage du pouvoir avec l'AFC, et une fois au pouvoir, ils vont peut-être, ceux qui viendront, c'est-à-dire les rebelles et autres, qui vont rentrer pour régler la question de Rwanda. Mais en réalité, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on y est. Il y a eu le dialogue sous Kabila. Vous vous en souvenez de Laurent Kontabatware, qui a été érigé, permettez-moi l'expression, au rôle de général. Mais quand on a essayé de le prendre, il a brandi sa carte d'officier de renseignement rwandais. Bon, ils sont nombreux. Donc, aujourd'hui, le dialogue ne servira que de répit temporaire. Je pense que la RDC doit tenir compte des rapports de force, doit construire une armée. Doit construire une armée parce qu'il s'agit là d'un rapport de force. Il faut qu'il y ait une armée pour faire face à l'armée rwandaise. Maintenant, en combien de temps il faut construire cette armée? Quand vous avez les gens qui sont beaucoup plus, on a vu les images, c'est triste. Les militaires qui sont au front, en armes, en train de danser. Bon, c'est la mesure de fallait, ils dansent, ils n'ont même pas aucune conscience que bon, nous sommes ici, le pays est envahi. Donc, tout ça... on a l'impression qu'ils attendent juste la mort. Ou la fuite, après la fuite. Oui, certainement la fuite, oui, mais puisque quand l'ennemi approche, ils prennent la fuite. Ils sont dans le bateau, ils sont dans le truc, ils se filment, puis ils montrent pour eux, c'est peut-être une chose. Donc, il y a un problème de conscience nationale. Un problème de conscience nationale parce qu'on ne peut pas occuper votre territoire. Vous avez pour mission de défendre le territoire et vous passez du temps dans la destination à danser. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ce sont des militaires formés? Il nous faut donc une armée à la dimension des enjeux. Parce que la RDC, c'est comme une belle femme. Tout le monde convoite. Vous avez eu un moment, tous les pays frontaliers, peut-être à l'exception du Congo, avaient des troupes en RDC. Oui, c'est un scandale minier. Donc, chacun veut avoir sa part. En ce moment-là, ça sera difficile pour ce pays frère. Poursuivons, docteur, si les accords ne sont pas respectés, quelle est donc l'alternative utile pour résoudre ce problème? De deux choses l'une. Moi, je ne vois pas ces accords être respectés, à moins que les États-Unis, les Américains, qui sont au cœur à l'origine de ces accords, puissent s'imposer. Sinon, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce conflit. Puis s'imposer, docteur, en faisant quoi? Mais en criant acte, demandant aux deux protocole de se taire. Je pense que si Kagame et le président Trump haussent le temps,
Kagame va automatiquement revoir sa position. C'est pas sûr. Bien, à partir de ce moment-là, on peut siffler la fin du match, mais je ne crois pas. Je pense que la RDC doit tenir compte, je le dis, tenir compte des rapports de force. Soit elle fait la guerre, il gagne la guerre, soit elle perd la guerre, il y aura peut-être un coup de force à Kinshasa, ou on va aller comme ça, un mandat sous conflit, et puis à la fin, bon, on met en place une transition, lui dégage. Docteur, un peu plus loin de nous, on a le Bénin qui a vu en quelques heures ses institutions être perturbées par un coup d'État avorté, alors que qu'il semble être normal. Patrice Talon a annoncé laisser le pouvoir à la fin de son mandat. Il a même proposé son dauphin. Et qu'est-ce qui peut justifier ce coup d'État dans le contexte actuel? Bien, merci beaucoup. Cette question-là est revenue souvent. Vous avez vu des analystes un peu partout en Afrique et puis de l'autre côté dire que poser cette question puisque Talon a décidé de quitter le pouvoir à la fin de son mandat et qui ne sera pas candidat. Mais curieusement, il y a un coup d'État qui se fait avec le lieutenant-colonel Tigré et on s'interroge comment cela est possible. Qu'est-ce qui peut justifier ce coup d'État? Alors là, ça me rappelle dans les années 2010, le président Amadou Toumani Touré, président en RCC au Mali, qui avait été renversé à 6 mois de l'élection présidentielle, alors qu'il avait un peu comme Talon annoncé qu'il ne sera pas candidat. Malheureusement, le problème et le coup d'État est arrivé. Lorsque vous regardez la situation au Mali du temps de Amadou Toumani Touré, paix à son âme, et l'actuelle situation au Bénin, vous avez quand même les éléments similaires. Alors, si on s'en tient des éléments mis en avant par les putschistes, ils évoquent des questions sécuritaires. Parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Le Bénin, depuis un certain moment, est en proie à des mouvements djihadistes vers le nord. Alors, il semblerait que le gouvernement ne prend pas la situation à bras le corps. Il me semble que même les militaires qui sont qui ont trouvé la mort sur le terrain, les familles ne sont pas, excusez-moi, pris en charge par le gouvernement. Donc, ce seraient ces éléments, d'une part, qui ont conduit, entre autres, bien sûr, qui ont conduit les militaires à faire un putsch. Et il y a deuxième chapitre de revendication, c'est que ils estiment qu'il y a le népotisme dans la gestion du président Talon, des nominations au sein de l'armée ou des institutions qui ne respectent pas un certain nombre de critères. Bon, c'est vrai, ça peut être balayé de la main, d'un revers de la main pour ceux qui sont de l'autre côté, mais il y a ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, c'est vrai que le Bénin jusqu'ici est apparu comme un État stable, où il y a eu l'alternance depuis le retour à la démocratisation, il y a eu l'alternance, mais on oublie que le passage du Talon a introduit ce qu'on peut appeler, on peut voir une résurgence autoritaire. Vous voyez les réformes qu'il a eu à faire, il a introduit le Sénat et on a eu la législature 2016, je crois 2019, qui a été pratiquement monocolore avec son parti. Et puis, l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, ça sera en réalité une élection à sens unique, puisque à partir de ces réformes, vous avez vu que le candidat de l'opposition, des démocrates, l'ancien parti, c'est-à-dire coalition qui tourne autour des démocrates, l'ancien parti du parti de l'ancien président Yahi Boni, Renaud Ongweji, quelque chose comme ça, qui a été disqualifié d'abord par la Commission nationale électorale et puis par le Cour constitutionnelle. Donc, tout ça, ce sont des éléments où vous avez les exilés politiques, vous avez les prisonniers politiques. D'ailleurs, avant cela, il y a eu, je crois, il y a 2024, il y a eu une tentative de coup d'État où il a enfermé son ministre des Sports, il a arrêté son ministre des Sports et c'était un nombre de militaires qui sont présents. Donc, ce qui se voit aujourd'hui, c'était des éléments qui étaient déjà perceptibles à la suite de la restauration autoritaire
introduite dans le champ politique béninois par M. Talon. Et ça peut se justifier. Maintenant, est-ce que le coup d'État règle le problème? Ça, c'est notre paire de manches. Et est-ce qu'il règle les problèmes, les coups d'État? Ça dépend. Comment? Ça dépend de quel environnement. Le coup d'État peut être salutaire. Dans certaines circonstances, le coup d'État peut être salutaire. Et lorsque les institutions de l'État sont monopolisées par un groupuscule, lorsque celui qui a reçu le mandat du peuple se comporte en tyran, en violant les droits de l'homme, en instaurant une gouvernance familiale, en instaurant la parentocratie au sommet de l'État, en se comportant en véritable monarque institutionnel, et dans l'oppression, à partir de ce moment, le coup d'État est salutaire. Le coup d'État devient salutaire quand le pouvoir se transforme en oppression. Le coup d'État est salutaire, ça c'est mon point de vue. Maintenant, après le coup d'État, il faut revenir aux institutions. Nous avons vu au Mali, par exemple. ATT a fait un coup d'État, Amadou Toumani Touré a fait un coup d'État, il est parti, et il est revenu après 2 mandats. Malheureusement, le coup d'État est encore revenu. Donc, si on ne règle pas les questions de fond, c'est-à-dire, si vous faites un coup d'État, vous ne savez pas pourquoi vous avez fait le coup d'État, vous ne réglez pas les questions de fond, on tournera en rond. N'oubliez pas que, vous voyez, peut-être que vous allez peut-être lancer la question sur allez-y, docteur, répondez. Sur le Bénin. Vous savez, il y a le coup d'État en Afrique, par exemple en Afrique de l'Ouest. Vous prenez le Niger, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez le Mali. Aujourd'hui, le Bénin, même si c'est un coup d'État avorté, on va voir pourquoi c'était avorté, il y a un élément dénominateur commun. C'est des questions sécuritaires. Des questions sécuritaires. Au Mali, on en a évoqué les questions sécuritaires. D'ailleurs, ATT pas. Pourquoi? Parce que après la chute de Muammar Kadhafi, les militaires, les gens qui étaient là-bas ont débarqué avec les armes et qui ont alimenté les djihadistes qui sont descendus jusqu'au Mali, et on a fait partie. L'armée a jugé bon de faire partie ATT parce qu'il n'était plus l'homme de la situation. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Aujourd'hui, au Bénin, même si on peut trouver d'autres raisons, le problème fondamental posé par ces militaires, c'est des questions sécuritaires. Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas, et quand vous regardez dans la plupart de ces pays qu'on a cités, ces États sont en train de faire une forme de transaction sécuritaire avec des armées étrangères. Vous ne pouvez pas sous-traiter la sécurité de votre pays avec des armées étrangères qui viennent là pour leurs propres intérêts. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Bénin dans l'échelle de ce coup d'État. Coup d'État avorté au Bénin, mais réussite plutôt en Guinée-Bissau. On a même vu au Bénin, il y a la CEDEAO et même la France qui ont voulu intervenir pour le Bénin, je disais, pour empêcher la chute du pouvoir. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, tout semble être consommé, sans aucune réaction de la CEDEAO. Peut-on dire une politique de 2 poids 2 mesures? Et pourquoi la CEDEAO n'a pas intervenu? Bien, vous savez que le cas du Bénin est spécial. Le Bénin est le centre d'intérêt de beaucoup de puissances. Du point de vue géopolitique, le Bénin partage son territoire avec le Nigeria. Donc, tout changement, c'est pas pour rien que c'est le Nigeria qui réagit. Tout changement non négocié au niveau du Bénin, créant des désordres et autres, ça peut avoir l'incidence sur le Nigeria qui lui-même est en proie à des mouvements djihadistes et autres. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la France qui intervient, elle est toujours là. C'est-à-dire, elle est toujours là. En Côte d'Ivoire, elle est toujours là. Elle est partout. Et non, elle est partout. Alors, qui intervient? Vous pensez qu'ils interviennent? Ils ont frappé parce qu'ils aiment les Béninois? Non. Pourquoi ils interviennent? On a signalé la présence même si les médias français ne disent pas, nous avons des amis sur place, donc on essaie un peu de faire des recoupements. Il y a un moment que les militaires français sont sur le sol béninois, même si officiellement on ne le dit pas. Et quand ils viennent, c'est pas parce qu'ils aiment
les Béninois ou ils aiment les Maliens ou ils aiment les Africains. Non, ils viennent d'abord pour eux-mêmes. Et vous avez vu ce qui s'est passé, les complicités qu'on a pu, enfin, selon les Burkinabés, les Maliens et même les Nigériens, qui montrent que l'armée française dans le Sahel était là pour des raisons autres que sécuritaires. Pour répondre à votre question par rapport à l'intervention de la CEDEAO, vous savez, la CEDEAO a une force en attente. Cette force en attente est héréditaire de ce qu'on appelait ECOMOG. Alors, cette force a déjà intervenu dans le passé en Sierra Leone, je crois en Sierra Leone et Libéria, et il y a eu des bavures. Il y avait eu des bavures quand même. Alors, en 2017, lorsque le président Yahya Jammeh refusa de quitter la présence après avoir reconnu sa défaite, voulant se cramponner au pouvoir, cette force d'attente sur l'exclusion sénégalaise s'était mobilisée et Jammeh Yahya a quitté le pouvoir. Et là encore, vous allez voir, c'est pas anodin parce que le Sénégal partageait sa frontière avec la Gambie. En réalité, la Gambie qui est dans le ventre du Sénégal. Donc, c'était aussi des questions des intérêts. Maintenant, au Burkina Faso, surtout récemment au Niger, la force en attente devait se mobiliser pour aller rétablir Mohamed Bazoum. Mais ça n'a pas eu lieu parce qu'en fonction aussi des rapports de force. Moi, je ne pense pas que si c'est au plan stratégique, ces politiques sont commis un certain nombre remonter un certain nombre de failles, de faiblesses, parce que s'ils avaient capturé le président Talon, je ne pense pas que la force en attente devait se mobiliser pour venir libérer de force, parce qu'ils ont laissé quelques marges de manœuvre. Bon, ça relève peut-être de la préparation, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que la force en attente est là, elle négocie, elle intervient au gré des rapports de force et aux intérêts des uns et des autres. Vous savez que depuis un moment, le président Bola Tinubu, du président nigérian, s'est rapproché drastiquement de la France. Et lorsque vous regardez lesquels ont intervenu, vous avez le Nigeria, vous avez Alassane Ouattara, qui est toujours là, bien entendu, qui est intervenu, et vous avez le Ghana. Quand on sait aussi que depuis un moment, surtout avec Nana Akufo-Addo, le Ghana s'est beaucoup plus rapproché aussi de la France. Mais, et selon les témoignages sur place, la France a mené ses opérations de bout en bout avec le renseignement et tout ce qui va avec. Bon, il peut falloir le reconnaître, mais nos amis sur place nous l'ont dit. Donc, on n'intervient pas au hasard. C'est au gré des intérêts. Quel est le rôle que joue Patrice Talon, le pouvoir de Patrice Talon dans cette sous-région? Ça, c'est le 1. Il y a aussi la sécurité collective. Un coup d'État réussi au Bénin, ça peut donner des idées aux Ivoiriens, ça peut donner des idées aux Sénégalais, ça peut donner des idées à ceux-ci. Et vous avez parlé de la Gambie, de Guinée-Bissau. Alors, mais la Guinée-Bissau, vous savez, la plupart des observateurs parlent des combinaisons à l'intérieur de ce mouvement, le coup d'État qui a eu lieu, puisque vous avez les frères du président déchu, Oumarou Sissoko Embalo, qui sont dans le gouvernement. Il y a son directeur de campagne, ministre des Finances, qui est aujourd'hui Premier ministre. Donc, on voit que le pouvoir a été repris par les proches de Sissoko Embalo, ce qui montre que, comme l'a dit le président Sonko, le Premier ministre Sonko, pardon, excusez-moi, il s'agissait de combinaisons internes. Donc, à partir de ce moment aussi, on ne pouvait pas intervenir comme on a fait au Bénin. C'est aussi une question des intérêts. Docteur, on a l'impression que l'Afrique est encore très loin de se libérer des coups d'État. Oui, l'Afrique est très loin de se libérer des coups d'État. Personne n'est à l'abri d'un coup d'État. Personne. C'est-à-dire, vous prenez l'Afrique noire, on a parti l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, personne n'est à l'abri d'un coup d'État. Mais pourquoi? Par rapport aux pratiques politiques que nous voyons. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, nous n'avons pas d'armée. Et ça, c'est la leçon qu'il faut retenir, ce qui s'est passé au Bénin. Nous avons des armées qui sont formées pour la répression, pour réprimer les peuples qui n'ont pas les peuples désarmés. Mais dès lors qu'ils font face à une opposition armée, ils battent en retraite. On en a vu. Et aujourd'hui, on a vu le cas du Bénin. Donc, pourquoi il y a des coups d'État? Voilà la question qu'on doit se poser. Pourquoi, docteur? Vous ne pouvez pas construire une société sur les injustices. Les injustices sociales, les injustices politiques. Vous faites les réformes pour exclure
les autres de participer à la compétition électorale. Vous ne pouvez pas prendre un État en otage. Vous, vos enfants, la belle famille, les amis, et puis bon voilà, des maîtresses, et puis vous prenez un peu en otage, les gens vivent dans des situations, des conditions difficiles. À partir de ce moment-là, le coup d'État n'est pas exclu. Que lorsque vous regardez la plupart des États, vous voyez par exemple le Bénin, le dernier coup d'État en date au Bénin, c'est en 72. Personne n'est né sur ce plateau. En 72 avec Mathieu Kérékou. Mais après, il y a eu la conférence nationale, il y a eu la libération politique, et puis on est arrivé ici. Ben, on a vu que le pouvoir de Talon, bien que, parce qu'il faut le mentionner, Talon a amené certaines réformes sociales où il y a eu le SMIC qui a augmenté, un certain nombre de choses qu'il a mis en place là-bas, l'économie est là, on a vu, mais l'autoritarisme qui a fait qu'on exclut des pans entiers des populations ne pas se représenter parce que les partis politiques ne sont pas acceptés des règles rigoureuses qu'il a eu à mettre en place qui, du coup, paralysent. J'ai pris le cas des démocrates. Vous avez vu, à un moment, il avait même séquestré ou bien mis en résidence surveillée de fait le président Yahi Boni. Vous avez des Béninois qui sont en exil. Et ça, on ne supporte pas. Donc, tant que les politiciens ne prendront pas conscience de la République et de la chose publique, tant que les militaires ne vont pas se concentrer à faire leur travail, tant qu'il y aura des injustices sociales, tant qu'il y aura des questions d'insécurité, l'armée quittera toujours la caserne pour convoiter le pouvoir politique. Docteur, poursuivons. Allons maintenant aux côtés du Cameroun où le nouveau gouvernement tarde à venir alors que le président Paul Biya a prêté serment. Une élection contestée par l'un de ses principaux opposants qui d'ailleurs a trouvé refuge à l'étranger. Pourquoi Paul Biya traîne-t-il à publier un nouveau gouvernement? Bien. Si vous avez un peu connaissance de la politique camerounaise et du modèle opératoire du président Paul Biya, le président Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui voit beaucoup plus dans la précipitation. Et c'est pas pour la première fois. En 2018, après l'élection présidentielle, le président Biya a proclamé, a mis en place un gouvernement, je crois, un mois ou deux après la tenue de l'élection. Donc, de ce côté, ça ne surprend personne. Mais l'élection au Cameroun, vous l'avez mentionné, c'était une élection un peu plus complexe que les autres élections, avec la montée en puissance d'Issa Chiroma, l'opposant qui est en exil. Bon, je rappelle que Issa Chiroma a quitté le gouvernement, je crois, 3 mois pour se présenter comme candidat. Et on a vu comment la population a oublié tout ce qu'il a passé au gouvernement, tout le temps qu'il a passé au gouvernement, il est présenté comme l'homme providentiel. Et ça peut donner des idées à certaines personnes ici, hein, qui surtout celui qui veut être calife à la place de calife, vous suivez mon regard. Donc, ça peut donner des idées que, bon, moi aussi, le jour où je vais quitter le gouvernement, comme ils pensent toujours ça, et moi aussi, le jour où je vais quitter le gouvernement, les Congolais voteront pour moi. Mais pour revenir, ce qui se passe au Cameroun, vous ne pouvez pas comprendre la percée de Issa Chiroma si on ne fait pas la sociologie politique de ce pays, Cameroun. Il y a eu, parce qu'il y a 3 blocs. Vous avez le bloc nord, vous avez le bloc sud, et vous avez le sud-centre, et vous avez le bloc de l'ouest, avec le littoral qu'on peut partager entre ceux qui sont proches du centre, et puis ceux de l'ouest qui ont massivement investi ce département, enfin cette région, pour les besoins du commerce et autres. Alors, la percée de Issa Chiroma s'explique par le fait que les militants du MRC ou les proches du MRC et autres partis d'opposition lui ont fait allégeance après l'élimination du professeur Maurice Kamto. À partir de ce moment-là, vous avez même personnellement, j'aurais dû commencer par là, de M. Anissé Kane, qui est décédé en prison. Lui, il a porté son soutien à Issa Chiroma. Et ce qui a fait que Issa Chiroma puisse avoir ce soutien populaire. Mais attention, lorsque les gens disent que Issa Chiroma a gagné les élections, il faut être prudent, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que Issa Chiroma était incapable de présenter les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Là aussi, c'est un bémol qui peut
porter les limites sur la prétendue victoire de Issa Chiroma. Deuxième chose, on a vu le professeur Maurice Kamto, opposant, dont les militants et certains membres de son cercle ont soutenu Issa Chiroma. Mais après la victoire présumée ou bien supposée d'Issa Chiroma, le professeur Maurice Kamto n'a jamais félicité Chiroma ou encore donné son soutien au public sur Chiroma. Donc, c'est des éléments qui posent un peu problème. Mais, on doit retenir les choses. Lorsque vous avez mis un certain temps au pouvoir, lorsque les revendications de la jeunesse vous échappent, lorsque les revendications du peuple vous échappent, lorsque vous gouvernez par procuration, parce que, et c'est ça le Cameroun, c'est beaucoup plus le secrétaire général à présence, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, qui gouverne sur les instructions, les hautes instructions du président de la République. Et à partir de ce moment-là, les Camerounais ne sont pas dupes. Vous avez vu comment, pendant toute la campagne, le président a apparu combien de fois? Alors, allez à la frontière, vous voyez comment les Camerounais vont au Gabon, les Camerounais viennent au Congo, les Camerounais vont en Centrafrique, les Camerounais vont en Guinée équatoriale. Surtout la Guinée équatoriale et le Gabon, vous voyez comment ils sont ridiculisés, à la limite. Alors, à partir de ce moment-là, les gens disent que nous en avons marre. Le vieux lion est certes vieux lion, il a fait beaucoup d'années au pouvoir, qu'il laisse la place à un autre. Et cela est aussi valable pour d'autres pays comme le Congo. Vous ne pouvez pas, dans une république, avoir un leader politique qui reste au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans résultat concret. Et vous voyez aujourd'hui, les Congolais, vous les trouvez par ici, par là, où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ceci. Nous allons y revenir. On va arriver. Donc, c'est ça. On est au pouvoir, pourquoi? Et le cas du Cameroun, qui a fait que Issa Chiroma soit publicité par les Camerounais, encore une fois, j'ai présenté les limites, le fait qu'il n'y ait pas de procès verbaux sur le bureau de vote, mais n'empêche que on a vu le pouvoir d'ailleurs a reconnu qu'il avait peut-être 45%. C'est énorme, c'est pour la première fois que Biya gagne avec 53%. C'est la première fois, sinon lui c'est le 70%, c'est le 80%, 90%. Donc ça montre quand même que la personne de Chiroma est là. Encore une fois, ça va donner de la salive au calife qui va être à la place du calife. Poursuivons, docteur. Si du côté du Cameroun, on indexe la longévité de Paul Biya, surtout son âge, et aussi plusieurs institutions de la République camerounaise qui seraient occupées par les quinquagénaires. Et de l'autre côté, on constate également que Paul Biya est porté et il a été voté. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les Camerounais qui ne veulent pas de Paul Biya continuent à le maintenir au pouvoir? Très bien. Il faut revenir donc à la sociologie politique. Vous voyez, il y a eu, pendant la campagne électorale, il y a eu un discours dur entre les ressortissants de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle les Bamileke, qui sont en réalité en confrontation avec les Beti-Boulou. Les Bamileke, pas tous les Bamileke, mais tout au moins ce qu'on présente comme une frange, qui sont proches du professeur Maurice Kamto, parce qu'on a essayé de réduire ce conflit entre Maurice Kamto et Paul Biya. Donc, entre Boulou et, enfin, les Frambeti et les Bamileke. D'ailleurs, le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, j'aime l'appeler professeur, Maurice Kamto avait dit publiquement s'il y avait un concours Boulou, c'est-à-dire faire le concours pour devenir Boulou et jouir des avantages du pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, avec cette élection, les gens ont pensé que Biya n'est plus là. Il faut faire des alliances pour le faire tomber. Maintenant, les alliances qu'on a eu à faire, vous allez voir que c'est beaucoup plus l'Ouest et le Nord qui ont concocté des accords. Et il y a eu des menaces pendant, vous lisez sur les réseaux sociaux, vous lisez, moi je suivais ça sur les réseaux sociaux, en même temps des débats télévisés, en même temps, vous allez voir qu'il y a eu une forte lancée du tribalisme. Le discours tribalisme qui a pris le dessus pendant cette campagne, et finalement, les partisans de Paul Biya, c'est-à-dire, même s'ils n'étaient pas idéologiquement proches de Paul Biya, mais le fait qu'il y a eu cette menace à l'Alliance Nord-Sud, l'Alliance Nord-Ouest, on va déloger les bêtises, on va vous chasser, on va faire ceci. Je pense qu'à mon avis, ça a beaucoup joué pour qu'il y ait de repli identitaire.
et les gens ont formé donc l'union sacrée autour de Paul Biya. Est-ce que c'était le fruit d'une manipulation des élites au pouvoir qui ont pensé que, vu que leurs frères de l'Ouest tiennent souvent ce discours tribaliste, ils ont profité pour en alimenter et tirer les prébendes de cette manipulation. Rien n'est à exclure. La preuve, c'est que vous allez voir un de mes amis, Cabral Libi, qui est sorti troisième, mais il a vu sa cote de popularité baisser. Cabral Libi, qui était pratiquement présent dans tous les bureaux de vote, qui avait des procès verbaux, ne les a pas donnés à Issa Chiroma. Et Issa Chiroma et ceux les partisans de Maurice Kamto associés à Issa Chiroma qualifiaient Cabral Libi d'un traître, d'un opposant de jour et proche du pouvoir la nuit. D'ailleurs, Cabral Libi, elle était la première personne à reconnaître la victoire de Paul Biya. Deuxièmement, vous avez Joshua Ochi du SDF, lui aussi, qui est anglophone, mais de père francophone de mère. Lui aussi, il a reconnu la victoire de Paul Biya. Il était là. Donc, il y a eu ces éléments sociologiques qui ont beaucoup joué pour que Paul Biya soit réélu. Et ça a été une construction des acteurs possible. Parce que la politique, c'est la construction. Et les accords qu'on fait, et les transactions qui peuvent avoir lieu entre tel ou tel leader, c'est de construction. Et finalement, l'enjeu était de faire partir Issa Chiroma. D'ailleurs, vous allez voir, les mobilisations dont on fait allusion, il y a eu des mobilisations par les de Cameroun. Je dis non, ça ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Quand vous regardez la ville de Yaoundé, il y a beaucoup plus eu des mobilisations vers le corps de police, vers le marché Mokolo, vers Tchinga. Ça s'explique. Parce que cette zone est majoritairement habitée par les ressortissants du Nord. Et vous allez à Douala également, parce que Douala est aussi habité par les originaires de l'Ouest qui sont là, et les anglophones qui sont là, qui sont contestataires. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu, les manifestations ont été ciblées. Oui, on en a vu à Bertois, bien entendu. Et Bertois aussi, vous avez les originaires du Nord qui sont là dans le commerce, qui gèrent le transport en commun. Donc tout ça, ça peut s'expliquer. Mais l'élément qui a tourné le truc en faveur de Paul Biya, à mon avis, c'est le discours tribaliste. Docteur, quittons l'international pour notre cher et tendre pays, le Congo. Le congrès du PCT, quels sont les enjeux de ce congrès? Bien, le PCT, Parti Congolais du Travail, cher à Marien Ngouabi, président Marien Ngouabi, paix à son âme, tient ses congrès chaque 5 ans. Et là, on se dirige vers un congrès ordinaire, parce qu'il a eu lieu en 2019, et là, nous sommes en 2025, il y aura un autre congrès avec une année de retard. Il va se tenir. Alors, c'est un congrès à multiples enjeux. Mais l'enjeu principal de ce congrès, ça sera la proclamation candidature, on appelle la candidature, ou l'investiture du président de la République comme un candidat du PCT. Ça, c'est une évidence. Mais deuxièmement, il y aura des enjeux liés à la gestion des espaces de pouvoir au sein du Parti Congolais du Travail. Vous avez le poste de secrétaire général qui impose un enjeu multiple. Il y a eu un moment des spéculations qui vont bon train. On disait que Moussa devait quitter le perchoir de ce parti pour laisser la place à M. Ayessa, je n'en sais rien. Bon, après on constate que M. Ayessa ne serait pas propice pour ce poste. On est en train de chercher un secrétaire général pour ce parti. Le secrétaire général du PCT, qui serait élu pour 5 ans, va gérer les investitures, la candidature en 2031, du moment où le président ne sera plus candidat en 2021. En 2031. Si on s'en tient à la Constitution. Même si on peut penser qu'il a le droit de se présenter en 2025. Vous allez voir, c'est encore fort, vous allez voir. Donc, l'enjeu est là. Qui sera le prochain secrétaire général du PCT. Et il a les forces d'être mises en évidence comme candidat du parti en 2031.
Parce que si le président de la République officiellement a 80 ans, 82 ans, je ne sais pas trop, il a fêté son anniversaire en novembre, là. Oui, en novembre. Bon. Si vous ajoutez 5 ans, il aura peut-être 88 ans. 88 ans, Biya on a 89. Ou non, Biya 92. Donc, 88 ans, on peut dire que bon, mais le président Biya s'est présenté à 82 ans, comme plus forte raison. Le président, c'est ce qui est relativement jeune par rapport à Biya. À partir de ce moment-là, s'il ne se présente pas, le prochain secrétaire général sera décisif. C'est pourquoi les tractations vont se faire autour de là. Ça se fera autour de là. Qui sera le prochain secrétaire général? De mon point de vue, c'est là l'enjeu principal. Parce que le secrétaire général, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier secrétaire général va lui ouvrir la porte du palais au cas où le président de la République actuelle est frappé par la limitation des mandats. Bien. Deuxième chose, vous allez donc voir, ça va se jouer au niveau des instances, au niveau du parti, qui sera au bureau politique. D'ailleurs, ils ont un bureau politique pléthorique, le PCT, et une inflation au niveau du comité central. Ils sont près de 800 comités centraux, donc c'est une véritable inflation. On va voir, chacun des acteurs en jeu va faire des efforts pour avoir ses poulains, aussi bien au comité central et au bureau politique, pour se positionner dans l'éventualité d'une succession à la tête de l'État en tant que candidat du parti. Le PCT est souvent taxé d'immobilisme. Est-ce que ce congrès va apporter un son nouveau? Je ne pense pas. Le son nouveau par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'âge des acteurs qu'on va mettre au devant de la scène? Ou bien c'est par rapport à la pensée, la nouvelle pensée qu'on va mettre au niveau de la scène? Est-ce que le fait de faire partir les vieux, entre guillemets, pour remplacer par les jeunes, ça va changer quoi? En réalité, les jeunes sans expérience, les jeunes à Talakou. D'ailleurs, vous avez suivi, pendant le message du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès à l'occasion de la commémoration de la 67e année, la proclamation de la République, on a vu comment le président de l'Assemblée nationale, M. Zedor Mvouba, a volé la vedette aux jeunes. Il a damé le pion, il a déjà mis au tapis pour montrer que ce que vous faites comme les Atala, nous sommes des mecs, nous-mêmes nous sommes là. Alors, si c'est les jeunes qui ont été préparés à cette école, l'école de la personnification du pouvoir, l'école de la personnalisation du pouvoir, l'école du culte de personnalité, ce qu'on appelle Atalakou, ça ne changera pas grand-chose. Mais, tout au moins, on pourra apporter de nouvelles figures, mais si le fond reste le même, moi je ne vois pas comment le congrès du PCT peut changer grand-chose. Les enjeux, de mon point de vue, c'est ce que j'ai cité là. C'est-à-dire, vous avez l'investiture du président de la République et le poste stratégique, alors très stratégique et déterminant du secrétariat général. Les regards devraient être tournés là. Si on va opérer des changements au niveau des structures, c'est-à-dire le bureau politique ou bien le secrétariat permanent, on va amener certains jeunes, ce qui est tout à fait normal pour donner des sons nouveaux, mais ça sera beaucoup plus en préparation de ce combat de positionnement qui pointe à l'horizon. D'ailleurs, le congrès du PCT, ça se joue là, c'est le secrétaire général du parti et ce qu'on va mener au bureau politique, au comité central. Sinon, je ne vois pas grand-chose. Le PCT s'apprête, nous l'avons déjà constaté avec des congrès intermédiaires, à investir Denis Sassou Nguesso une fois de plus comme leur candidat. Est-ce que le contraire serait possible, docteur? Le contraire, que le président Sassou ne soit pas candidat? Oui. Bon, vous partez à l'église, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétienne. Peut-être le Saint-Esprit permettra de le faire. Bon, moi, je ne crois ni en Jésus-Christ, ni à ses anges. Et je préfère regarder la réalité en face. Vous pensez, vous imaginez, le président Sassou qui a 80 ans, 81 ans, je ne sais pas trop, peut se soustraire du pouvoir et on parle du Congo, il n'est pas là. On décide du Congo, le président Sassou n'est pas là. Pourquoi pas docteur? Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le président, d'ailleurs, on l'appelle patriarche. Le patriarche ne peut quitter le siège qu'après la mort. Si nous rentrons dans la cosmogonie africaine, et congolaise en particulier, Bantou, on ne remplace pas un chef. Ils sont dans cette optique.
C'est-à-dire, l'élection, la démocratie, ce n'est que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un travesti masculin qui se veut passer pour une femme. C'est-à-dire, vous voyez un homme déguisé en femme qui arrive, vous pensez que c'est une dame qui arrive, mais au fur et à mesure que la personne avance, on se rend compte que c'est un homme. Donc, je ne vois pas le président de la République, sauf une pression énorme, venant peut-être des forces oppositionnelles, j'en doute, ou soit des forces et puissances logées dans les enceintes occidentales du pouvoir, lui contraignant de quitter le pouvoir. Mais je ne pense pas, je ne suis pas trop certain de cette hypothèse. Je pense que le président sera candidat, il sera investi. Il sera investi. Et il ne dira pas non. Sinon, toutes les initiatives que nous voyons, on a inauguré le siège de la liberté, on a notre frère Tadesson qui a créé le GAE, et on a vu même certains, son discours, certains éléments de son discours apparaissent dans le discours du chef de l'État. Bien, vous avez le PCT qui a créé le timonier, tout ça, c'est pas pour que le président puisse se retirer, il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, ça sera vraiment une opération du Saint-Esprit, et comme je ne crois pas au Saint-Esprit, je ne pense pas que cela sera possible. La sortie médiatique de Gilbert Ondongo et même du Premier ministre qui se félicite, du bilan du PCT. Gilbert Ondongo lui parle d'un bilan élogieux. Anatole Collinet-Makosso, lui, il parle des progrès, jusqu'ici, il indexe les opposants que lui, il croit ne pas beaucoup apprendre. On aimerait avoir votre réaction face à cela. Bien. J'aimerais commencer par le ministre d'État Ondongo, qui est un collègue, puisqu'il est enseignant-chercheur à l'université Marangwabi. Vous pensez que monsieur Gilbert Ondongo, le ministre d'État Gilbert Ondongo, pouvait tenir un discours autre que celui-là? Il n'est pas en tant que dirigeant du PCT. Et devant la foule du PCT, devant les militants et les partisans du PCT, alors il ne peut pas dire que nous avons échoué. Ça, c'est clair. Donc, un autre discours que celui-là serait contraire même à son engagement d'homme politique. Mais, si j'essaie de regarder l'enseignant-chercheur qu'il est, c'est-à-dire le savant qu'il est, je me pose la question, est-ce qu'il nous a donné les chiffres? Quand il dit, le bilan est élogieux, c'est le bilan de 1979 à 2025, c'est le bilan du chemin d'avenir de 2002 à 2025, ou c'est le bilan de 2021 à 2025. Là, il ne nous a pas éclairci. Mais dans tous les cas, si nous prenons le bilan de 40 ans, nous voyons que il n'y a pas à dire que le bilan est élogieux. Puisque, moi qui vous parle, je suis le fils d'un monsieur qui a travaillé à la ferme d'État de Mbé. Pendant ce temps, le président Sassou est au pouvoir. Mais quand on a la conférence nationale, la ferme d'État de Mbé n'existe plus. La ferme d'État de Combé n'existe plus. Le truc de, comment vous appelez, l'industrie textile de comment vous appelez ça, de Kissundi n'existe plus. Donc, le tissu industriel mis en place par ses prédécesseurs, quand nous arrivons à la conférence nationale, ça n'existe plus. Maintenant, quand nous sommes sortis de là, combien d'industries on a créé? Je ne sais pas. Lui, l'économiste, il est mieux placé pour nous le dire. Mais est-ce qu'en 40 ans, on ne peut pas dire que c'est un bilan élogieux, comme ils le disent? Oui, mais montrez-moi. Bon, venons les 5, prenons le mandat 2001-2025, qui va s'achever en 2026. Bien. Combien de kilomètres de route ont-ils construit? Combien de kilomètres de route on a construit? Je sors fraîchement de Pointe-Noire. Vous voyez que la route même qui quitte, la route principale, qui quitte, on peut prendre à partir du rond-point sympathique jusqu'à Mengo, elle est praticable. On a commencé les travaux, ça fait 2 ans, c'est comme ça. Vous prenez la route qui mène à Tchamadassi. Je suis allé même au-delà, je suis allé à Timendi, je suis allé à Bissakata, au plus profond du district de Tamatsi. Je ne pense pas que le Premier ministre qui est originaire de ce département a de été dans le village que j'ai cité. Kayo, Bissakata, je ne pense pas. Donc, j'ai été là-bas. Il n'y a pas de route. Si vous prenez que cet élément, la route c'est un élément d'intégration nationale. Nous parlons souvent de l'unité nationale, mais nous oublions un élément fondamental qui est l'intégration nationale. L'intégration nationale permet
au Congolais qui est à Kakamweka de connaître son compatriote qui est à Makoti Poko, de connaître son compatriote qui est à Mbomo, parce qu'il y a la route, il peut quitter le matin, il arrive le soir. Donc, on ne peut pas parler d'intégration nationale sans l'intégration infrastructurelle en matière de route. Bien, il nous cite, pendant les 5 mandats là, combien de kilomètres de route ont-ils construit? Bien entendu, vous allez me dire qu'on a inauguré la route Kélé, je ne sais pas si Evo Bundi, 75 km, qu'on a construit en plus de 10 ans. Puisque les travaux auraient démarré en 2012, entre 2012 et 2014. Si on a inauguré les 115 km là en plus de 10 ans, 10 ans c'est 2 mandats au Ghana, 2 mandats et demi au Ghana. Bon, si en 10 ans, vous attendez 10 ans pour inaugurer un tronçon de 115 km, c'est que ça pose problème. Deuxième chose, on parle des hôpitaux. Très bien. Les hôpitaux sont équipés. Le ministre Ndongo, devant le Parlement, j'étais encore à l'étranger pendant cette période, je suivais à la télé comme tout le monde. Il avait dit le CHU n'a rien à envier aux grands hôpitaux du monde. Vous pouvez retrouver l'élément. Bien. Je n'ai jamais vu un dignitaire, ni le président de la République, ni son premier ministre, qui d'ailleurs, le premier ministre se retrouvant en France, avait dit que le Congo était un désert sanitaire. On n'a jamais vu au CHU. Bon, on n'a jamais vu le ministre au CHU, à l'exception d'un membre du gouvernement qui a été admis il y a quelques jours. On n'a jamais vu le président de la République au CHU. Le CHU manque de sirènes. Bon, ça manque d'ascenseur. Ça se trouve au CHU. Maintenant, quelle est la réalisation? L'hôpital de Kombo, est-ce que c'est équipé? L'hôpital de Yo, il y a des ponts entiers qui sont assez inachevés. Je suis allé à plusieurs reprises, puisque ma grand-mère qui est décédée, on a mis le corps là-bas, ma tante, j'y vais souvent. Allez-y à Dolisie, allez-y à Pointe-Noire, l'hôpital Assisi. Qu'est-ce qui a changé? Le volet social. Parce qu'on fait la politique d'abord pour le social. Bien, si nous prenons le domaine des relations internationales, donc de la diplomatie, une diplomatie de la menée, vous savez, l'affaire Matoke encore fraîche. Voulez-vous qu'on retourne de côté dans la plaie? Où ils ont reçu 52 à 2, je ne sais pas si 55 à 2. Et Matoko, s'il n'avait pas de parents congolais et vietnamiens, il ne serait pas voté. Bon, papa a voté et maman, c'est-à-dire les tontons et les oncles ont voté. Alors, quand on évoque ce budget élogieux, c'est sur la base de quoi? Prenez le cas de l'université. Aujourd'hui, nos jeunes qui ont eu des bacs sont à la maison. Nous en reviendrons certainement sur ce. Exactement, pour la grève de l'université Marie. Mais prenez le chômage, l'agriculture, qu'on nous a présenté les arbres comme la solution idéale. Sur ce plateau, j'avais qualifié ça de propagande. J'allais même dire propagande ignoble. Aujourd'hui, madame, vous partez au marché, est-ce que le prix de sac de foufou a changé? Les données de première nécessité ont-ils changé 5 ans après? Donc, quand le ministre dit, c'est un politicien qui parle. Je ne pense pas que devant ses étudiants à l'amphithéâtre, il peut tenir ce discours. Pour revenir au Premier ministre. Bon, le Premier ministre devait nous parler le Premier ministre a parlé du progrès. Oui, moi je voulais savoir, les progrès sont liés à son programme qu'il appelait les 12 batailles. Les 12 batailles. Est-ce que les 12 batailles ont apporté quelque chose? Qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent. Et il stigmatise les opposants, oui, mais c'est le rôle des opposants. Maintenant, les opposants doivent apprendre quoi auprès de lui? Apprendre l'échec? Moi, j'avais dit qu'il était programmé pour échouer. Quand il est nouvellement nommé, j'ai dit qu'il est programmé pour échouer. Le moment du bilan est arrivé. Il nous dit, j'ai posé la question de ces 5 ans. Il est Premier ministre en 2001, nous sommes en 2006. Combien de kilomètres de route a-t-on construit? Maintenant, ils vont dire qu'on va faire, c'est ce qu'il dit. Bon, ils vont attendre à la fin des élections pour bricoler quelques routes, et puis, la première saison de pluie, ça part, nous revenons à la situation normale. Mais docteur, peut-être qu'ils feront. Ils feront en combien de temps, madame? C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, 5 ans, s'il était président des États-Unis, si le président était aux États-Unis ou au Ghana, il aurait perdu déjà tout un mandat. Combien de kilomètres de route a-t-on construit? Maintenant, nous allons attendre, puisque on dit qu'on va construire la route de Pointe-Noire, il y aura une route qui va partir, je crois, de rond-point Kassai pour aller vers Ntiété et tout. Mais faites d'abord, nous allons voir. Et puis que ce soit les routes de qualité, c'est pas le tout temps où vous bricolez, et puis demain, dès qu'il y a la première pluie, ça disparaît. Mais vous avez du mal à circuler dans Brazzaville, madame. Prenez l'avenue par le Vénan Bemba qu'on appelle Jacques Opago. Échec. Prenez l'avenue de la Tiémé, à commencer par Texaco, jusqu'à la pointe hollandaise. Bon, on peut être gentil. On s'arrête
au PSP de Ouadamandanda. On ne peut pas circuler. Vous prenez l'avenue, comment on appelle, la Rumboshi. On ne peut pas circuler. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Talangaï, vous ne pouvez pas y aller parce que l'embouteillage. Alors, dites-moi, le bilan est logé que l'on vante, c'est à quel niveau? Cette personne a construit 2 écoles en 5 ans. Vous avez construit l'école La Liberté et puis l'école, comment vous appelez, Angola Libre, qu'on est en train de construire, qu'on a cassé l'édifice historique qui était là. On pouvait le faire ailleurs. Je ne suis pas contre qu'on le fasse. Mais le site Angola Libre, c'est toute une histoire. C'est un patrimoine historique qu'on vient de démolir. Quel est ce peuple qui n'a pas de conscience historique? Quel est ce peuple qui n'a pas de lieu de mémoire? Je n'ai pas été là-bas, mais c'est ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'on a cassé le séjour pour la libre. C'est pas croyable, ça. Lentement et sûrement, docteur, nous allons bientôt chuter. L'université Marien Ngouabi est en grève pour la énième fois. Docteur, quelles sont les conséquences de cette grève? Bien. Vous m'obligez de parler de ça. Allez-y, docteur. Vous savez, l'université Marien Ngouabi est aujourd'hui la seule université en Afrique centrale, j'allais même dire en Afrique, où les gens vont en grève parce qu'ils revendiquent les salaires. J'ai des amis au Gabon, moi j'ai été au Cameroun, même au Tchad, en Centrafrique. On ne va pas en grève parce qu'il n'y a pas de salaire. Les gens aujourd'hui qui font des grèves au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est pour revendiquer, c'est pour d'autres revendications. Conditions de vie, conditions de travail, le prix de recherche, etc. C'est peut-être ça, c'est maintenant ça. Mais pour le paiement des salaires, nous sommes restés pratiquement la seule université en Afrique à subir ça. C'est pas bon. Et pendant ce temps, nos enfants sont hauts. Mais, je dois mettre une réflexion. Ça m'est arrivé. Comment comprendre que l'université Marien Ngouabi a des problèmes de salaire à partir de août. Donc, juillet, août. Et c'est chaque année. Et on règle ce problème-là. Après, on va toujours en grève à quelques jours de la rentrée. Et puis, c'est après que qu'on règle le problème et le cours commence. Mais il y a un fait que les gens n'observent pas. J'essaie un peu de mettre ça. Peut-être que je me trompe, comme je suis paranoïaque. Allez-y, je me trompe. Mais il y a un fait. C'est que vous avez des responsables politiques qui ont des universités privées. Pendant que l'université est en grève, je pense que c'est une construction, on fait ça exprès. Pendant que l'université Marien Ngouabi est en grève, les élèves vont les bacheliers vont s'inscrire dans les universités privées. Il y a manifestement un conflit d'intérêts entre les responsables politiques, certains ministres qui ont des universités privées, qui sont en concurrence avec l'université Marien Ngouabi. On crée ces grèves pour que l'université étant en grève, les bacheliers vont s'inscrire dans les universités privées, et lorsqu'on lève la grève, c'est déjà trop tard, ces étudiants ont pris l'inscription. Ça, j'ai essayé quand même de voir, d'analyser, nous sommes des humains, on est des hommes, on a des cerveaux, on doit réfléchir. Pourquoi ce n'est que pendant cette période qu'il y a des grèves à l'université qu'on ne paye pas les salaires? Vous prenez par exemple, j'ai suivi ça de bout en bout, avec quand on menaçait d'aller en grève. On n'a pas payé. Dès que les gens sont partis en grève, on paye. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que le président de la République, encore une fois, doit regarder de ce côté. Qu'est-ce qui fait que, puisqu'il avait stigmatisé les grèves illégitimes, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est que dans cette période qu'il y a des grèves? Et docteur, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'attitude du gouvernement? Mais l'attitude du gouvernement, j'ai dit qu'il y a certains ministres qui ont des universités privées. Il y a certaines personnalités au gouvernement qui ont des universités privées qui jouent contre l'université Marien Ngouabi. Je pense que c'est ça. Et le gouvernement est silencieux. Mais là aussi, le président qui a consacré l'année 2024, 2027, peut-être 2026 à la jeunesse. Pendant ce temps, la jeunesse est à la maison. Ceux qui sont en deuxième année, ceux qui sont en troisième année, ceux qui sont en quatrième année sont à la maison. Il faudrait que le président puisse regarder cette question, qu'il puisse s'en saisir, qu'il essaie de mener les enquêtes, les investigations. Pourquoi il n'y a que la grève à l'université, ce n'est que pendant cette période-là? Il y a un problème. Pourquoi entre janvier et l'autre, les salaires sont réguliers, et quand on approche après le bac, décembre, ça commence à venir, juillet, ça commence à venir, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Ça ne fait pas l'honneur du pays.
quand vous avez une université qui est chaque année en grève pendant la même période, ça ne fait pas beau. N'oublions pas qu'il y a de cela quelques mois, nous on avait postulé, non, un mois ou je crois, deux, on avait postulé pour le prestigieux poste de l'UNESCO. Et dans le projet de société du président de la République, il parle de l'éducation. L'éducation est le creuset de toute une nation. On ne peut pas développer un pays en mettant de côté le système éducatif. Mais quand ce système éducatif est jalonné par des grèves à répétition, les grèves qui sont liées pas aux conditions de travail, mais au paiement de salaire, ça pose problème. C'est gênant quand vous parlez avec les collègues qui sont ailleurs. C'est gênant. Bon, maintenant, attendons voir. Peut-être que au sortir de là, le président prendra la situation en main. Moi, je pense que la solution à ce problème est entre les mains du président de la République. Docteur, on parle de plagiat à l'université Mariam Gwabi, scandale. On dit que le député Nzoniaba aurait plagié le livre de son directeur de thèse. Y a-t-il un problème à ce niveau? Bien. Vous savez, moi, je suis ce problème par les médias, par les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on dit que le député Nzoniaba, qui est d'ailleurs un ami, puisque nous sommes recrutés au même moment, donc un collègue, et aurait plagié l'œuvre du professeur Abraham Ndengambo, qui est son directeur de thèse. Bien. À ce jour, je n'ai pas les éléments qui me permettent de parler du plagiat. Toujours est-il que M. Nzoniaba a soutenu sa thèse en 2021 et l'ouvrage du professeur Ndengambo est apparu en 2022 ou 2023, je ne sais pas, 23. À partir de ce moment-là, qui a plagié qui? Bien, il y a d'autres sources qui indiquent que le professeur Ndengambo aurait confié, donné ses travaux à son doctorant et que le doctorant a fait de copier-coller. Bon, à ce jour, je n'ai vraiment pas les éléments pour évoquer cette question, mais si cela s'avère, c'est dangereux et c'est regrettable. Maintenant, la solution est simple. Parce que le cas de Nzoniaba, que moi je ne confirme pas puisque je n'ai pas des éléments à ma disposition, doit servir de leçon à l'université Mariam Gwabi. Vous voyez là où j'ai étudié, quand j'ai fini de rédiger ma thèse, j'ai remis à l'université. L'université a utilisé l'anti-plagiat. Et dans le cas de ma thèse, l'anti-plagiat, je le dis au effort. Voilà, peut-être c'est une fierté d'ailleurs. Le taux de plagiat, c'était de 1,48%. Oui, 1,48%. Très minime. Bien. C'est minime, c'est absolument rien. Donc, parce que c'est à partir, vous avez fait un taux de plagiat de 11% au Cameroun, on ne prend pas votre thèse. Mais installez le logiciel anti-plagiat ici. Comme ça, et la mémoire, et les thèses que les gens rédigent, vous mettez là-bas. Si c'est le plagiat, on découvre que c'est le plagiat. Parce que là, c'est encore gênant le cas de ce qui fait couler beaucoup d'encre. On dit le plagiat supposé du docteur Nzoniaba. Donc, moi, je n'ai pas assez des éléments, mais ce que je peux dire ou bien suggérer à l'université Mariam Gwabi, très humblement, c'est de mettre le dispositif anti-plagiat. Parce que il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des thèses par des gens qui n'en ont pas de thèses, mais vous pensez que même au gouvernement peut en trouver? Suivez mon regard. Bon, tu as eu une licence en histoire et géo, bon, tu as un master en management, tu es doctorat en sciences politiques, ça devient confus tout ça, on ne sait pas le parcours. Donc là, ça permettra d'identifier des vrais et des faux. Et ça sera à l'honneur de l'université Mariam Gwabi. Mais encore une fois, pour le cas du docteur Nzoniaba, je n'ai pas des éléments d'appréciation. À partir de ce moment-là, je préfère ne pas donner mon point de vue. Docteur, nous sommes arrivés à la fin de notre grande interview. Un mot de fin, peut-être? Bien, merci de m'avoir invité sur ce plateau. J'ai été heureux de partager ce plateau avec vous. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vais dire à ceux qui nous gouvernent, nos gouvernants, qui sont en train de confondre le parti et l'État. Aujourd'hui, le pays est presque à l'arrêt. Vous avez tous les ministres, le premier ministre, sont dans les congrès départementaux, et on a laissé l'État. Or, le PCT, c'est une organisation privée.
C'est une organisation privée. Et on ne saurait donc privilégier l'organisation privée au détriment de l'État qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous êtes ministre. Le PCT, c'est plus de 500 000 habitants. Adhérents. 300 à 500 000 adhérents. C'est plein de cas. J'ai travaillé sur ce parti, j'en sais quelque chose. Est-ce qu'il faut prendre ceux qui sont au gouvernement, déserter leur poste pour se mettre au service du parti? Moi, je trouve ça très malsain. Les gens vont me dire, non, il n'y a aucune loi qui interdit, mais attention, le droit est très insuffisant pour expliquer les phénomènes sociaux. Et on ne peut donc pas confondre l'État et le parti. Vous faites le choix. Bon, on constate d'ailleurs le président Mirassa dénonce ça tout le temps. Le président qui est président de la République continue à être selon Mirassa, je n'ai pas lu, continue à être le secrétaire, le président du comité central du PCT. Bon, au PCT, on vous dit non, il ne l'a plus, il n'est que par intérêt. Mais dans tous les cas, vous avez des cadres au sein du PCT, ils peuvent faire ce travail au lieu de déserter le premier ministre qui est le patron de l'administration. Il déserte, il est à la fois commissaire politique, il est à la fois dans les investitures, il est à la fois dans le président du Congrès, et finalement, l'administration étatique, où il partage l'administration avec le chef d'État, ça devient quoi? Bon, on comprend que derrière ça, il y a des primes, parce que la libido financière continue et le goût du lucre continue à poursuivre nos dirigeants. Mais c'est quand même regrettable. Pour le reste, j'espère que le congrès du PCT, d'ailleurs, ça va tenir sans entrave. Ça va tenir sans entrave. Maintenant, qui sera le secrétaire général? Là, c'est la question. Et pour finir. Allez-y, docteur, rapidement. Pour finir, moi, je pense que s'il faut, parce que, ça, on me le dit souvent, non, Kolela, fils a hérité du parti de son père, le MCDDI. Bon, Tister Tchikaya a hérité le parti de son père, le RDPS. Bon, Yombi Opango a hérité le parti, le RDD de son père. Bon, si on s'inscrit dans cette logique, donc, où la session au niveau du parti doit se faire de manière génétique, alors, donner le secrétariat général du PCT à Dominique Ngwabi. Puis si on voit bien hériter, on voit bien les enfants. Donc, donner à Dominique Ngwabi. Enfin, c'est quelque chose. Merci. Si on s'inscrit dans cette logique, seul Dominique Ngwabi est légitime d'hériter le parti de son père. Merci, docteur. C'est par ici que nous allons terminer notre grande interview. N'oubliez pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous pour rester connecté et suivre l'actualité sur Tcheleka Media. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.